Salut tout le monde. Ce soir, nous allons glisser lentement, très lentement, dans un monde feutré de tentures épaisses, de corridors secrets et de silences lourds. Vous êtes à Istanbul. Vous êtes dans le palais de Topkapi. Mais vous n'êtes pas un sultan. Non. Vous êtes plutôt une ombre curieuse, glissant entre les murs, observant sans jamais intervenir. Et ce que vous allez voir ne vous laissera pas tout à fait réveiller. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi en commentaire, vous écoutez ça depuis où? Et il est quelle heure, là chez vous? Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes dans un harem, mais pas n'importe lequel. Le harem impérial ottoman, ce lieu que l'Occident fantasme depuis des siècles. On imagine des coussins, des voiles translucides, des fontaines chantantes, des femmes qui rient sans raison. On imagine très mal. Ce que vous avez ici, c'est un microcosme, un labyrinthe de pouvoirs féminins, de soupirs retenus et de portes toujours entr'ouvertes, mais jamais franchies. Vous traînez vos babouches sur le marbre froid. L'air sent l'encens, la sueur et le bois ciré. À votre gauche, des chambres minuscules où s'entassent les jeunes odalisques, pas encore remarqués par le sultan. À votre droite, des appartements luxueux pour les favorites. Entre les deux, des escaliers, des couloirs, des règles strictes comme des sabres. Le harem, au fond, n'est pas un bordel de luxe. C'est un dispositif politique, un organe du pouvoir. Vous êtes surpris? Pourtant, chaque femme ici peut changer le destin de l'Empire. Il suffit qu'elle tombe enceinte. Il suffit que son fils survive. Il suffit qu'elle gagne. Il y a là parfois plus de 300 femmes, des esclaves capturées ou achetées, des filles offertes en cadeaux diplomatiques, toutes formées dès l'enfance à l'art de la parole douce, de la danse lente, du regard calculé. Toutes en compétition, mais souriantes. Et toutes, sauf les eunuques, peuvent techniquement devenir mères du futur sultan. C'est ce qu'on appelle la méritocratie des coussins. Imaginez-vous dans l'un de ces salons. Il est 2 heures du matin. Le harem ne dort jamais. Une servante déplie une étoffe de soie, une autre nettoie un miroir en bronze avec un chiffon de citron, une troisième lit à voix basse un recueil de poèmes, pas pour elle, mais pour entraîner sa diction. Vous vous demandez peut-être, pourquoi autant de femmes pour un seul homme? Est-ce qu'il avait le temps, l'énergie, le consentement mutuel? Des questions modernes, certes. Mais vous êtes là pour observer, pas pour juger. Et dans ce monde suspendu, tout tourne autour d'un centre invisible, la volonté du sultan. Et lui, justement, il n'habite pas ici. Le sultan ne fait que visiter. Il traverse un long couloir appelé le passage des félicités pour atteindre le harem. Ce couloir est gardé, nettoyé 3 fois par jour et décoré de versets coraniques. On ne plaisante pas avec la chasteté impériale, mais parlons plutôt d'ambiance. Le harem n'est pas toujours silencieux. Parfois, on entend de la musique. Une flûte douce, un tambourin. On joue pour le plaisir, ou pour attirer l'oreille du sultan qui pourrait passer. Et puis il y a les odeurs, le musc, l'ambre, le bois d'agar. Chaque concubine se parfume selon une recette transmise par les anciennes. On raconte que certaines dormaient avec des oignons pour réchauffer le sang. D'autres se frottaient les coudes au safran pour éveiller les regards. Anecdote peu connue. Les murs du harem étaient peints avec une peinture à base de coquillages pilés, censée absorber l'humidité, mais aussi, soi-disant, refléter mieux la lumière de la peau. Oui, même l'architecture avait ses fantasmes. Un fait historique solide? Le harem de Topkapi est resté actif pendant près de 400 ans, jusqu'à la fin de l'Empire ottoman. Il a vu passer plus de 20 sultans, des centaines de mères impériales,
et des milliers de femmes dont le nom n'est jamais arrivé jusqu'à nous. Mais malgré sa fonction sexuelle apparente, le harem était aussi un centre d'apprentissage. On y enseignait la poésie, la calligraphie, les langues étrangères, et parfois une concubine devenait une diplomate invisible, influençant les décisions du palais à travers un sourire, une caresse ou une conversation murmurée sous un rideau. Vous vous souvenez de la rumeur sur les sultans obsédés par les pieds? Certains disent qu'une concubine avait été sélectionnée uniquement pour ses orteils parfaits. Vrai? Fausse légende? Les historiens se disputent encore. Mais vous imaginez déjà une file de femmes examinées à la lumière d'une lampe à huile, l'une après l'autre, comme un étrange concours de pédicurie impériale. Il est peut-être temps de cligner doucement des yeux. Respirez. Laissez la soie se froisser, le parfum s'évaporer et l'écho des pas d'eunuques s'éloigner lentement dans les couloirs du passé. Vous êtes toujours là, toujours dans le palais, mais cette fois, vous suivez une silhouette en marche lente. Il ne parle pas, il ne sourit pas, il ne transpire presque pas. Il s'agit d'un eunuque noir, l'un des plus mystérieux rouages de la machine ottomane. Vous remarquez sa démarche mesurée, ses mains croisées dans le dos, son regard baissé, mais toujours alerte. Ces hommes, souvent originaires d'Afrique de l'Est ou du centre du continent, étaient capturés très jeunes, puis castrés, parfois dans des conditions atrocement rudimentaires, avant d'être vendus à des marchands d'esclaves et offerts à la cour. Ce mot, eunuque, sonne doux, presque musical. Mais ce qu'il recouvre est tout, sauf une mélodie. Les historiens se disputent encore sur l'étendue réelle de leur mutilation. Certains affirment que tout était retiré. D'autres pensent que certaines formes partielles étaient plus répandues. En tout cas, ces hommes devenaient des entités presque neutres aux yeux de la société ottomane. Pas tout à fait hommes, pas tout à fait esclaves, mais essentiels au bon fonctionnement du harem. Vous marchez derrière l'un d'eux, sur les dalles froides, et vous remarquez un détail. Ces sandales ne font aucun bruit. C'est voulu. Il ne doit pas déranger. Tout dans sa posture évoque l'effacement. Mais cet effacement est une illusion. Les eunuques du harem détenaient un immense pouvoir. Le chef des eunuques noirs, le Kislar Ahassu, était parfois plus influent que les vizirs. Il contrôlait les entrées du harem, portait les messages du sultan à ses concubines, gérait les intrigues et parfois même les exécutions discrètes. Il était le maître silencieux de ce monde parfumé. Vous observez son emploi du temps. Réveil avant l'aube, inspection des dortoirs, rapport au sultan, vérification des préparatifs pour le bain de l'élu du jour. Tout est réglé comme un mécanisme d'horlogerie. Mais à l'ombre des tentures, il écoute. Il note. Il sait. Parfois, vous entendez des murmures passer. Telle concubine a pleuré toute la nuit. Tel autre aurait reçu une lettre. Il n'y a pas de lettres autorisées, bien sûr. L'eunuque prend note. Il avertira. Ou pas. Tout dépend des alliances invisibles, des petites dettes accumulées. Anecdote douce amère. Certains eunuques, malgré leur statut, tombaient amoureux. D'une voix, d'un regard, d'un parfum. Et comme ils n'avaient pas le droit de ressentir quoi que ce soit, ils s'attachaient à des objets. Un foulard oublié, une bague, une mèche de cheveux, cachée dans une boîte en bois sous leur lit de paille. Ils vous entraînent maintenant vers l'intérieur profond du harem, là où seuls les plus hauts gradés peuvent aller. Une pièce appelée la salle du silence. C'est ici qu'on écoutait les doléances, qu'on décidait du sort des concubines et qu'on organisait parfois les mariages stratégiques ou les disparitions discrètes. Vous frôlez un mur couvert d'inscriptions, des noms, des dates, presque effacés, peut-être des listes de passage, peut-être des avertissements. Nul ne sait vraiment. Ce mur vous glace légèrement.
Alors vous vous détournez, doucement. On pourrait croire que ces hommes n'étaient que des pantins, mais détrompez-vous. Certains ont écrit des mémoires, d'autres ont laissé leur nom dans l'histoire, comme Adam Suleiman Pacha qui mena des campagnes militaires. Oui, un eunuque général. Le destin ne respecte aucun scénario. Une légende étrange circule. Il y aurait eu un eunuque qui, chaque nuit, changeait les draps de la chambre impériale même lorsqu'elle n'était pas utilisée. Pourquoi? Parce qu'il affirmait que les souvenirs s'incrustaient dans le tissu. Poétique. Un peu inquiétant aussi. Et vous vous demandez, comment ces hommes vivaient-ils sans intimité, sans descendance, sans avenir personnel? Peut-être qu'ils vivaient à travers les histoires des autres. Peut-être qu'ils se nourrissaient des intrigues, ou peut-être qu'ils s'endormaient en répétant les noms qu'ils avaient oubliés, comme des prières sans divinité. Vous entendez un bruit léger derrière une cloison. Une conversation à voix basse. Une jeune odalisque et un autre serviteur. Ce n'est pas autorisé. Le regard de l'eunuque se fige. Il ne bouge pas. Il note. Il sait déjà comment cela va se terminer. Le plus ironique dans tout cela? Le sultan faisait confiance à ses hommes pour garder ses femmes, mais aussi pour garder ses secrets. Pourtant, rien n'était plus fragile que cette confiance. Il suffisait d'un mot, d'un regard mal interprété, et c'était l'exil. Ou pire, vous vous souvenez de la salle du silence? On raconte que certains eunuques, trop zélés ou trop mous, y étaient convoqués un soir et n'en sortaient jamais. Maintenant, le jour tombe sur le harem. Les lumières s'adoucissent, le parfum d'ambre flotte à nouveau, et votre guide silencieux, l'eunuque au regard effacé, disparaît dans un couloir que vous n'avez pas le droit de suivre. Il ne reste que vous, et le souffle très lent du pouvoir qui se déplace sans jamais faire de bruit. Vous êtes là, tapi dans un recoin discret du harem, et déjà, le murmure circule. Ce soir, le sultan choisira une concubine. Ce n'est pas un événement rare, mais ce n'est jamais anodin, car la sélection nocturne est tout sauf romantique. C'est une chorégraphie rigide, une mécanique huilée par des siècles de tradition, de superstition et de stratégie politique en peignoir de soie. Vous regardez la scène comme si vous assistiez à une pièce de théâtre absurde, où chaque personnage connaît son rôle, mais semble en douter à chaque instant. Ce n'est pas le sultan qui se promène dans les couloirs, main sur le menton, comme un célibataire hésitant sur une appli de rencontres ottomanes. Non, la sélection est codifiée, presque administrative. Tout commence par l'appel de la Hazinedar Usta, la maîtresse des finances du harem, qui transmet le souhait du sultan à la Kalfas, ses concubines d'expérience qui forment les nouvelles. Elles, à leur tour, alertent discrètement les prétendantes potentielles. Et vous les observez se préparer dans un silence où le moindre soupir pourrait être interprété comme une ambition déplacée. Là, une jeune femme ajuste une perle sur sa chevelure. À côté, une autre inhale un mélange de cannelle et de rose pour calmer ses nerfs. Un miroir est essuyé, une boucle est défaitement rebouclée. Et toujours ce silence, plus dense que les tentures. Car ce soir, ce pourrait être elle, ou personne. Une légende tenace affirme que certaines femmes feignaient la maladie pour échapper à l'honneur douteux d'une visite impériale. Est-ce vrai? Ce que vous voyez, en tout cas, ce sont des visages figés, entre espoir et terreur. Et puis arrive le moment du bain. Pas celui de la prétendante, non. Elle l'a déjà pris 2 fois aujourd'hui. C'est celui du sultan. Dans sa salle privée, on le lave, on le parfume, on le masse jusqu'à ce qu'il soit détendu comme une feuille de vigne trop cuite. Et pendant ce temps, dans une autre pièce, les odalisques sont alignés comme des flacons sur une étagère de parfumerie. La favorite du moment, si elle existe, n'est pas concernée. C'est elle qui a droit à la priorité, sauf si elle a commis une faute, ou si le sultan s'est lassé, ou si, tout simplement, la mère du sultan, la valide sultan,
a décidé d'imposer une autre. Oui, car même la libido royale n'échappe pas à la géopolitique familiale. Une anecdote étrange, à peine murmurée, on raconte qu'un sultan aurait choisi sa concubine du soir selon la température de sa main. Il tenait leurs doigts quelques secondes, les yeux fermés, et déclarait « Trop froide, trop chaude, juste bien. Oui, comme une soupe. Vous ne rêvez pas. Et puis vient le cortège. » Deux eunuques ouvrent la voie, suivis d'un troisième qui tient la lanterne. La concubine choisie, couverte d'un voile fin, avance en silence. Derrière elle, une servante porte un coffret, parfum, éventail, épingle à cheveux, juste au cas où. Le sultan, lui, est déjà allongé dans sa chambre privée. On dit que parfois il somnole. D'autres fois, il dicte un poème. Et parfois encore, il reste totalement silencieux, laissant la concubine deviner si elle est censée chanter, danser ou simplement attendre. Vous vous glissez dans un coin sombre de cette chambre impériale, imaginaire mais précise. Le lit est surélevé. Des coussins brodés s'empilent jusqu'à l'absurde. Une fontaine intérieure murmure quelque part. Tout ici est conçu pour bercer, enivrer, endormir, y compris l'invité. Mais parfois, rien ne se passe. C'est le petit secret du harem. Toutes les visites n'aboutissent pas. Le sultan peut renvoyer la concubine d'un simple geste. Fatigue, changement d'avis, migraine du pouvoir. Dans ce cas, elle retourne dans ses appartements, sans explication. On ne débriefe pas une nuit blanche avec l'empereur. Vous vous souvenez de ce passage étroit derrière les cuisines du harem? On raconte qu'une concubine évincée y a jeté ses boucles d'oreilles en pleurant, et qu'elles y sont encore. Légende ou vérité? Là encore, les historiens se disputent, mais la réalité, c'est que cette sélection nocturne n'est ni glamour ni effrayante. Elle est mécanique, répétée, inévitable. C'est un devoir d'État emballé dans de la mousseline. Un fait historique majeur, la concubine qui donnait naissance à un fils entrait dans une catégorie à part, Azeki sultan. Elle ne passait plus par la sélection. Elle était intouchable et parfois dangereuse. Car une nuit avec le sultan, c'était aussi une carte d'entrée dans les luttes de succession. Alors vous vous demandez, tout cela valait-il le coup? Ces attentes, cette discipline, cette tension permanente. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que certaines femmes s'endormaient en rêvant de fuir, d'autres en rêvant d'être choisies, d'autres encore en espérant que le lendemain serait simplement silencieux. Et vous? Vous êtes là, à moitié éveillé, à moitié endormi, comme un eunuque sans mission. Vous entendez les pas qui reviennent, le cortège s'éloigne. La porte se referme doucement. Une autre nuit vient de s'écrire dans le grand journal invisible du harem ottoman. Vous ouvrez lentement les yeux. Le harem vous paraît encore plus calme qu'avant, presque étouffant. Ce n'est pas le silence d'une nuit ordinaire, mais celui qui précède les rituels anciens, les préparations feutrées et les odeurs puissantes. Vous êtes dans un petit salon latéral, pas très loin des cuisines, mais bien plus parfumé. Ici, les femmes préparent ce qu'on appelait avec pudeur les arômes de la nuit. Il s'agit d'un monde entier de décoctions, d'huiles essentielles, de fumigations et d'ingrédients si obscurs que même les apothicaires les prononçaient avec prudence. Vous voyez des pots en porcelaine décorés de vers arabes, des fioles tordues, des paquets d'herbes séchées suspendus à l'envers et au centre, une grande bassine de cuivre où mijote un liquide mystérieux, mi-sucre, mi-vapeur. Car, avant toute visite impériale, la préparation olfactive était aussi importante que les vêtements ou les parures. Un bon aphrodisiaque pouvait faire la différence entre une nuit de gloire et un retour humiliant au dortoir. Vous entendez des mots chuchotés. Musc, ambre, safran, gingembre. Vous reconnaissez à peine certains.
d'autres vous semblent presque comiques. Un eunuque passe rapidement, le nez froncé, murmurant « Encore le lait de pigeon? Vraiment? » Anecdote étonnante. Le clou de girofle était si prisé comme stimulant qu'il existait un petit trafic entre les cuisines du sultan et les réserves des concubines. Certaines se faisaient repasser pour enrhumées afin d'en obtenir quelques grains de plus, mais tout ne sentait pas bon, loin de là. Une recette ancienne, attribuée, sans preuve solide, à une concubine perse influente, contenait de la graisse de serpent, des fleurs de jasmin et une goutte de sueur impériale récupérée sur une serviette. Oui, vraiment. La sensualité passe parfois par des chemins que la logique évite soigneusement. Et il y a les aliments. Ah oui, car le palais du sultan connaissait aussi la cuisine des sens. Certains plats n'étaient desservis qu'avant les visites nocturnes. Vous voyez des dattes farcies aux pistaches, nappées d'un sirop de rose, des noix marinées dans du miel chaud, des œufs pochés dans du lait sucré, et toujours cette fameuse soupe de cannelle et d'eau de pigeon, censée éveiller l'esprit, ou le ventre, ou les deux. Mais attention, pas question d'excès. On ne visite pas le sultan avec le ventre ballonné. D'ailleurs, une favorite fut un jour écartée après un rot discret. Tragédie? Comédie? Cela dépend pour qui. Vous vous souvenez de ce coin sombre derrière les rideaux de la salle aux bougies? C'est là qu'une concubine aurait un jour concocté un parfum si puissant qu'il fit éternuer le sultan, qui la bannit aussitôt, croyant à une tentative d'empoisonnement. Encore aujourd'hui, le flacon est conservé, vidé, heureusement, dans une vitrine au musée du palais. Mais parfois, ces préparations servaient un autre but. Séduire une rivale, par exemple, ou faire croire à une grossesse? Oui, certaines concoctions provoquaient des ballonnements pour simuler un ventre rond. Résultat, confusion totale. Et enquête discrète des eunuques. Rien ne se perdait, tout se transformait, sauf peut-être la patience. Un fait historique, l'un des sultans les plus célèbres, Soliman le Magnifique, aurait exigé que chaque concubine lui soit présentée avec un parfum personnalisé. Résultat, les odorats impériaux se sont développés jusqu'à une quasi-intolérance. Une fois, raconte-t-on, il refusa une concubine à cause d'une fragrance trop semblable à celle d'une cousine éloignée. Il est vrai que rien n'est plus gênant qu'une confusion parfumée entre l'amour et la parenté. Vous glissez vos doigts sur une étoffe encore chaude, récemment retirée d'un bras parfumé. La soie est imprégnée d'odeur, mais aussi de stress. Ici, chaque flacon peut devenir une arme. Chaque goutte une lettre d'amour. Ou une sentence. Et pourtant, tout cela semble si calme, presque poétique. Les gestes sont doux, les voix sont basses. Vous regardez une jeune odalisque écraser de la menthe entre ses doigts avec une précision d'horloger. Elle n'a pas plus de 16 ans. Elle ne sait pas si elle sera appelée, mais elle se prépare, juste au cas où. Vous vous demandez si l'amour existe ici. Peut-être que oui. Mais il porte du musc et marche à pas de velours. Il respire lentement, comme vous maintenant. Laissez les parfums vous envelopper. Fermez les yeux un instant. Le monde devient flou, lent, presque sucré. Et pendant ce temps, quelque part dans le palais, un homme s'apprête à faire un choix, sans savoir que le véritable pouvoir est dans l'arrière-salle, entre les mains qui pilent les fleurs. Vous marchez à présent dans une cour intérieure, couverte d'ombre et de silence, là où le marbre reste frais même sous la chaleur de l'été. Ce n'est pas un lieu de passage. C'est un centre invisible, un noyau autour duquel gravitent tous les autres personnages du harem. Vous êtes dans le territoire de la femme la plus puissante de l'Empire après le sultan, la valide sultan, la mère du souverain en personne. Et ici, rien ne bouge sans son autorisation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne porte pas de sceptre ni de couronne. Elle porte mieux que ça, le souvenir d'un pouvoir sexuel converti en pouvoir politique. Elle fut, un jour, choisie,
Elle fut désirée. Elle fut enceinte. Elle a survécu. Et maintenant, elle gouverne les désirs des autres. Vous la voyez passer, lentement, dans un cafetan brodé de fils d'or. À chaque pas, des femmes s'inclinent. Un eunuque recule d'un demi-mètre. Elle ne sourit pas. Elle n'a pas besoin. Son autorité est faite de regards, de silences bien placés et de faveurs distribuées au compte-gouttes. Fait historique, plusieurs valides ont dirigé l'Empire dans l'ombre pendant les périodes où leurs fils étaient trop jeunes, trop malades ou tout simplement trop occupés à digérer les fruits confits du palais. Certaines ont signé des traités, renversé des vizirs et même fait empoisonner des concubines un peu trop ambitieuses. Et vous observez une scène fascinante. Une concubine attend devant sa porte, les yeux baissés, tenant un plateau de douceur. Elle espère. Elle ne dit rien. La valide passe, s'arrête, prend une figue confite, puis poursuit son chemin sans mot dire. C'est un oui. Un silence approbateur. La concubine retournera dans ses appartements, le cœur battant. Ce soir, elle sera peut-être appelée. C'est ainsi que la mère du sultan récompense, encourage, manipule. Par geste, par timing, par dégustation sucrée. Anecdote amère. Une valide célèbre aurait interdit aux concubines de se parfumer d'un certain mélange, non parce qu'elle le trouvait vulgaire, mais parce que c'était le parfum de la concubine qui l'avait surpassé, autrefois, avant qu'elle-même ne devienne mère impériale. Rancune au musc. Rien que ça. Mais son rôle ne se limite pas à la gestion des odeurs. La valide supervise l'éducation des jeunes odalisques, les finances du harem, les tenues, les heures de lever et de coucher, et parfois même les menus. Une armée invisible travaille sous ses ordres, les femmes de chambre, les maîtresses des bains, les lingères, les formatrices. Tout passe par elle. Et ce pouvoir, elle ne le garde pas éternellement. Elle sait que le temps file, qu'un jour, une autre concubine portera l'enfant du futur sultan. Alors elle observe, elle anticipe, elle surveille. Vous vous souvenez de cette allée ombragée près du bassin en mosaïque? On dit que la valide y faisait parfois venir discrètement une jeune odalisque, non pas pour la gronder, mais pour la sonder. Une conversation douce, feutrée, entre deux générations d'intrigantes, des conseils, des menaces, un peu des deux. Car la valide est avant tout une survivante. Elle a traversé les eaux troubles du harem. Elle a vu ses rivales tomber, ses sœurs d'infortune être écartées, ses propres nuits impériales se terminer. Et maintenant, elle règne sans partager le lit, mais en influençant chaque oreiller. Vous la suivez encore, à distance. Elle entre dans une salle privée. Un eunuque ferme la porte derrière elle. On n'y entre pas sans être convoqué. C'est là qu'elle écrit parfois ses lettres secrètes, qu'elle lit les rapports des espions du palais, qu'elle reçoit des ambassadeurs étrangers, oui, même ça. Elle n'est pas seulement la mère du sultan, elle est la mémoire du pouvoir, et parfois sa conscience. Une dernière anecdote avant de somnoler. Il y eut une valide sultan qui, lors d'un long voyage impérial, avait exigé qu'on transporte son bain personnel, en cuivre massif, sur des kilomètres, uniquement pour ne pas perdre l'habitude de se prélasser à une température précise. L'obsession du confort, élevée au rang de politique étrangère. Et vous sentez votre esprit glisser doucement, porté par le bruissement des robes, les murmures entre rideaux et le pas lent de la femme, la plus crainte du palais. La valide sultan dort rarement. Mais quand elle dort, tout l'empire respire un peu mieux. Vous vous souvenez de la règle d'or du harem? Une concubine ne devient réellement importante qu'à partir du moment où elle donne un fils. Pas une fille, non, un garçon. Et s'il survit assez longtemps pour avoir des dents et prononcer 2 syllabes à la suite, alors elle accède à un statut à part. Mais ce que personne ne vous dit, c'est à quel point la grossesse, dans le harem ottoman, était un pari risqué, entre exaltation silencieuse et peur constante d'un destin écourté. Ce soir, vous vous glissez dans une salle baignée d'une lumière tamisée.
Une concubine enceinte s'y repose sur un grand coussin, les yeux ouverts, fixant le plafond orné de motifs géométriques sans signification apparente. Elle respire lentement, une main sur son ventre. Vous entendez presque les battements de son cœur. La grossesse ici n'est pas publique. Elle est protégée, secrète et parfois même dissimulée. Pas question de claironner la nouvelle trop tôt. Les superstitions sont tenaces. Une rumeur mal placée, une jalousie maladroite, et la future mère pourrait glisser dans l'escalier. Volontairement ou non. Fait historique majeur, chaque naissance d'un fils impérial déclenchait une vague d'agitation dans tout le palais, car cela signifiait potentiellement un futur sultan. Et surtout, cela garantissait à la mère un exil luxueux, loin du harem. Oui, c'est le paradoxe cruel. Donner un fils, c'est s'en aller. Selon la coutume, une concubine qui avait un fils était envoyée avec lui dans une province reculée, dès que l'enfant était assez âgé pour être nommé gouverneur. Le but, l'éloigner du cœur du pouvoir jusqu'à ce que ce soit son tour de régner. La mère, elle devenait une sorte de régente régionale, tout en restant sous la surveillance de l'administration impériale. Vous entendez une anecdote étrange, murmurée près des fontaines du jardin intérieur. Une concubine, trop attachée à la vie du harem, aurait feint une fausse couche pour rester. Elle cachait son enfant dans une pièce dissimulée, aidée par 2 eunuques et une nourrice. L'histoire finit mal, mais elle témoigne du paradoxe. Le pouvoir vous élève, mais il vous éloigne. Si un nouveau sultan montait sur le trône, ses frères devenaient un problème. On appelait ça la loi du fratricide. Pendant des siècles, l'Empire ottoman autorisait et même encourageait l'élimination physique des frères du nouveau souverain afin d'éviter les guerres civiles. Cela signifiait, concrètement, que certains enfants nés dans le harem étaient destinés à l'étranglement dès que leur demi-frère atteindrait le trône. Et vous pensiez que votre enfance avait été compliquée. Vous traversez maintenant une salle discrète, la salle des nourrices. Des femmes spécialisées, venues de tout l'Empire, triées sur le volet. On les appelait les daïs. Certaines avaient plus d'influence que les vizirs. On les consultait pour leur sagesse, pour leur discrétion et parfois même pour leur capacité à faire oublier un enfant. Définitivement. Anecdote douce amère. Une nourrice célèbre aurait tissé des chaussons pour chaque fils du sultan en y insérant des perles représentant leur constellation de naissance. Quand l'un d'eux mourait ou disparaissait, elle faisait fondre les perles dans une coupelle d'encens. Une manière de dire au revoir sans mots. Et vous, spectateur somnolent, vous commencez à ressentir cette tension étrange. Chaque naissance est une victoire fragile. Un instant de lumière dans un couloir sombre. Mais autour, la jalousie veille. Les murs écoutent et les berceaux, parfois, restent vides le matin. Le harem tout entier se transforme à l'annonce d'une grossesse confirmée. Les sourires deviennent prudents. Les visites se raréfient. La concubine enceinte est logée à part, nourrie différemment, habillée de couleurs plus douces, non pas pour l'apaiser, mais pour la marquer comme future valide potentielle. Une cible à peine déguisée. Vous vous souvenez de la porte peinte en bleu pâle près de la salle des ablutions? Derrière elle, plusieurs concubines auraient accouché dans le silence absolu. Seules, avec 2 femmes, un eunuque à l'extérieur et l'interdiction formelle de crier. Une manière de garder le contrôle et d'éviter d'attirer l'attention. Mais parfois, tout se passe bien. Un garçon naît. Le sultan sourit. La mère est félicitée. On distribue des douceurs aux autres femmes, comme pour faire passer la pilule. Le bébé est confié à une nourrice, puis à des précepteurs. La mère prépare ses bagages. Elle partira bientôt pour une autre ville, avec un cortège, des gardes et un cœur lourd. Car c'est ça, la règle implicite du harem. Quand vous gagnez, vous quittez la partie. Et vous restez là, dans le silence qui suit un accouchement. Vous sentez encore la chaleur, l'odeur du lait, la tension à peine retombée. Vous fermez doucement les yeux. Les berceuses chantées par les daïs résonnent faiblement.
Et l'histoire continue, bercée entre un premier cri et un dernier souffle politique. Vous êtes maintenant dans une salle plus lumineuse. Les murs sont peints de motifs floraux et des miroirs anciens renvoient des éclats doux de la lumière matinale. Ici, on n'entend ni soupir ni rumeur. Juste les notes lentes d'un nez, cette flûte ottomane aux accents nostalgiques, jouée par une jeune fille assise en tailleur sur un tapis. Bienvenue dans l'espace de formation des odalisques. Ce n'est pas une école au sens strict, mais une fabrique de subtilité. C'est là qu'on apprend à survivre, non par la force ou la ruse, mais par l'art de séduire sans parler, de danser sans danser, de suggérer sans jamais oser trop. Vous voyez des jeunes filles âgées de 13 à 16 ans. Elles ne sont pas encore prêtes pour la sélection, mais elles se préparent. Elles observent, elles répètent, elles corrigent leurs gestes dans les miroirs. Une main posée trop vite, un regard tenu trop longtemps, une syllabe mal prononcée, et c'est toute leur éducation qu'il faut recommencer. Le rôle d'odalisque, ici, n'est pas de satisfaire, c'est de plaire, dans le sens le plus complexe du mot. Plaire au bon moment, à la bonne personne, avec la juste dose d'indifférence stratégique. Vous assistez à un cours de danse, pas celle des hanches et des voiles, comme le cliché le voudrait. Non. Une danse presque lente, presque méditative. Des gestes qui évoquent des récits, des prières. Une manière de plier les doigts, d'incliner la tête, de marcher sans froisser la soie. Rien n'est laissé au hasard. Même l'improvisation est répétée. Fait historique, certaines odalisques, parvenues au sommet de leur art, ne furent jamais appelées par le sultan, mais elles restèrent influentes, devenant instructrices, conseillères, voire stratèges en robe longue. Le pouvoir n'a pas toujours besoin de lit pour se transmettre. Vous voyez à présent une autre leçon, plus discrète, l'art de la conversation. Deux jeunes femmes, assises en face à face, s'exercent à parler sans interrompre, à rire sans montrer les dents, à poser des questions sans donner d'avis. Ce sont les bases de la manipulation douce, celle qui fait dire « oui » à un homme avant même qu'il ait compris ce qu'il refusait. Anecdote savoureuse, une odalisque célèbre aurait passé 3 ans à apprendre à jouer de la harpe ottomane sans jamais produire une seule mélodie. Quand on lui demanda pourquoi, elle répondit « Je veux que le sultan imagine la musique ». Résultat, elle fut invitée 3 nuits de suite. Oui, il y avait des rires, des amitiés, des jeux improvisés, car vivre dans un harem, ce n'était pas seulement attendre, c'était aussi grandir, apprendre, créer des alliances. Certaines devenaient les meilleures amies, d'autres concubines, jusqu'à ce qu'un choix les sépare. D'autres préféraient rester discrètes, invisibles, observatrices. Vous vous souvenez de ce petit carnet en cuir posé sur un pupitre près de la fenêtre? On dit qu'une odalisque y écrivait chaque nuit ce qu'elle avait appris. Pas des secrets d'alcôve. Non, des leçons. Aujourd'hui, ne pas répondre trop vite. Ne jamais corriger un compliment. Garder la tête droite même quand le cœur penche. Ce carnet a été retrouvé des siècles plus tard, vendu dans un marché d'antiquités, entre une cafetière en cuivre et une carte des étoiles. Il est temps de parler de la sensualité. Car oui, elle était enseignée aussi, mais jamais de manière directe. On apprenait à s'étirer lentement, à respirer avec le ventre, à porter un plateau comme on réciterait un poème. La sensualité était une conséquence, pas un objectif. C'est cette finesse qui distinguait les odalisques du commun des esclaves. Certaines avaient un don, d'autres apprenaient. Toutes étaient évaluées, notées, parfois testées dans des simulations absurdes, comme servir un verre d'eau à un mannequin de bois représentant le sultan, sous l'œil sévère d'une instructrice en turban. Une légende curieuse raconte qu'une odalisque, maladroite et rejetée par ses pairs, fut finalement choisie non pas pour ses talents, mais parce qu'un jour, en trébuchant, elle inventa un nouveau geste de danse. Le sultan, dit-on, en rêva 3 nuits de suite. Vous vous demandez peut-être, tout cela était-ce une prison dorée, une école de survie, ou une lente initiation à l'oubli de soi?
peut-être un peu de tout ça. Mais ce que vous ressentez, là, maintenant, c'est une étrange douceur, celle d'un lieu où l'on apprend à devenir invisible et inoubliable à la fois. Et vous restez là, appuyé contre un pilier en marbre, observant une odalisque faire tourner sur son doigt un anneau d'argent. Elle ne sait pas encore qui elle deviendra, mais elle se prépare. Lentement, en silence, comme on prépare une tempête parfumée. Vous entendez d'abord le claquement discret d'un éventail qui se referme trop vite. Puis le silence, épais, pesant, plus dur que le marbre. Quelque chose s'est passé, et vous le sentez immédiatement. L'air dans le harem a changé. Ce n'est pas une nuit de séduction ou une matinée de répétition. C'est un jour de punition. Et dans cet univers feutré, même les sanctions sont parfumées, brodées et néanmoins redoutées. Vous vous souvenez de cette jeune odalisque, celle qui riait un peu trop fort pendant les leçons de nez? Ce matin, elle n'est pas à son tapis habituel. Elle est dans l'ombre, agenouillée devant la maîtresse du harem, pendant que deux eunuques, impassibles, gardent la porte. Sa faute? Elle aurait écrit un mot à une autre concubine. Un petit mot glissé dans un coussin. Rien de tragique, vraiment. Mais ici, même un soupir peut devenir suspect. Et l'amour non autorisé, c'est une trahison. Non pas envers le sultan, mais envers la hiérarchie. Car aimer sans permission, c'est rompre le contrat implicite du harem. Ton désir appartient à l'Empire, pas à toi. Fait historique. Les punitions infligées aux concubines ne suivaient aucune règle unique. Elles variaient selon l'humeur de la valide, les tensions politiques ou même la météo. Certaines fautes entraînaient un simple transfert de chambre. D'autres, une vie entière de solitude. Une légende dit qu'il existait une pièce secrète, appelée la chambre des oublis, où l'on envoyait les femmes ayant aimé sans autorisation. Pas pour les tuer, non, pour les faire disparaître du récit. Elles y restaient, parfois pendant des années, à broder des motifs sans fin sur des draps jamais utilisés. Certains affirment qu'elle n'était qu'un mythe destiné à dissuader. D'autres ont trouvé des registres mentionnant des noms rayés, des chiffres sans explication. Vous, ce que vous voyez, c'est une porte fermée depuis trop longtemps, avec une poignée un peu trop polie. Mais les sanctions ne sont pas toujours aussi mystérieuses. Parfois, elles sont étrangement domestiques. Une concubine coupable d'avoir regardé un eunuque un peu trop longtemps, interdite de bains parfumés pendant 1 mois. Une autre ayant refusé de participer à la danse rituelle. Affectée au service des lingères, à plier des draps en silence. Et il y a cette anecdote, réelle ou pas, d'une favorite renvoyée pour avoir éternué trop fort pendant la prière du sultan. Oui, un éternuement. Il faut croire qu'on ne plaisante pas avec la dévotion ou les allergies. Mais le plus cruel dans ces punitions, ce n'est pas la douleur, ce n'est même pas la solitude, c'est l'invisibilité. Ici, on ne hurle pas, on efface. On fait comme si vous n'aviez jamais été là. Plus de regards, plus de noms. On vous retire des listes, des chorégraphies, des parfums. Vous devenez une ombre dans un palais de reflets. Vous observez une concubine punie, affectée au nettoyage des lampes à huile. Elle passe son chiffon, lentement, minutieusement. Chaque geste est une excuse. Elle ne pleure pas. Elle ne parle pas. Mais elle polit. Elle espère que la propreté rachètera ce que le silence n'a pas pu sauver. Une autre, assise seule à l'ombre d'un cyprès, répète à voix basse un poème appris autrefois, pour ne pas oublier, ou pour ne pas disparaître de l'intérieur. Et pourtant, il y a des retours, des réhabilitations. Une favorite déchue peut redevenir désirée. Une odalisque ignorée peut attirer un regard. Il suffit d'un moment, d'un soupir bien placé, d'un parfum oublié. Anecdote curieuse. Une femme, bannie pour avoir trop dansé lors d'un banquet, aurait réapparu 1 an plus tard, en tant qu'instructrice de danse.
non pas parce qu'elle avait été pardonnée, mais parce que son style avait fini par plaire à la valide. Le goût change, le pouvoir aussi. Mais vous, là maintenant, vous ressentez ce poids étrange, celui des erreurs sans violence, des fautes sans cri. Ici, tout est feutré, même la réprimande. Vous repensez à cette phrase chuchotée par une odalisque un soir de pleine lune. « On ne me battra pas, on m'oubliera. » Vous n'aviez pas compris, à l'époque? Maintenant, vous saisissez. Et tandis que la journée s'étire doucement, entre ombres allongées et pas mesurés, vous sentez que quelque chose persiste. Une tension sous-jacente, un souffle retenu. Car dans le harem, le désir est encadré, codifié, toléré, mais jamais libre. Et lorsqu'il déborde, il n'explose pas. Il s'éteint, doucement, dans une chambre sans écho. Le palais est plus silencieux que d'habitude. Pas le calme paisible des après-midi où l'on brode en rêvassant. Non, un silence tendu, électrique. Vous le ressentez dans l'air lourd, dans le pas rapide des eunuques, dans le regard évitant des concubines. Quelque chose est en train de déraper. Et tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Car ce matin, le sultan Mehmed IV a demandé une 5e concubine, avant même le déjeuner. C'est un détail pour vous peut-être, mais ici, c'est un séisme. Vous le connaissez, ce sultan-là? On l'appelle Mehmed l'Avide dans les couloirs du harem. Pas officiellement, bien sûr. Officiellement, on dit le chasseur, car il aime passer ses journées à poursuivre des cerfs et à décocher des flèches dans les bois impériaux. Mais ce qu'il traque le plus, ce sont les regards. Depuis plusieurs mois, on note son obsession croissante. Il veut plus de femmes, plus de jeux, plus de nouvelles. Il exige des présentations à toute heure. Il interrompt des leçons de danse pour demander une démonstration en privé. Il fait rappeler d'anciennes concubines exilées pour leur offrir une dernière chance. Et parfois, il oublie qu'il les avait déjà rencontrées. Vous le regardez passer, drapé dans un cafetan vert brodé, les yeux brillants d'un enthousiasme nerveux. À sa suite, les eunuques notent, organisent, calculent. Le harem est devenu un calendrier en sueur. Les femmes se préparent sans savoir si ce sera leur tour ou si elles seront simplement humiliées par un refus capricieux. Fait historique, Mehmed IV, bien qu'ayant été un sultan relativement pieux à certains moments de sa vie, était aussi connu pour ses excès. Son règne est parsemé de contradictions. Dévotion religieuse le matin, orgie discrète le soir. Une double vie en babouche dorée. Les historiens se disputent encore sur l'impact de ces frasques sur la politique ottomane. Certains disent que le harem, sous son règne, devint plus puissant que le conseil impérial. D'autres pensent que ces distractions permirent à ses conseillers de gouverner en douce, pendant qu'ils s'occupaient de jeux de regard et de tapis moelleux. Une anecdote qui circule encore parmi les guides du palais, Mehmed IV aurait un jour organisé un tournoi d'odeurs. Oui, un tournoi. Chaque concubine devait porter un parfum différent et le sultan devait deviner les ingrédients sans les regarder. Il paraîtrait qu'il en identifia 32, mais confondit lavande et sueur de chèvre parfumée, ce qui, admettons-le, jette une certaine ombre sur sa légitimité olfactive. Mais ce n'est pas juste l'excès de femmes qui trouble l'ordre établi, c'est l'imprévisibilité. Mehmed change d'avis comme on change de coussin, souvent et sans explication. Il peut déclarer une favorite reine de ses nuits à minuit et l'ignorer à l'aube. Vous vous souvenez de cette concubine qu'il avait fait venir 3 fois en une semaine? Elle s'était coupé les cheveux pour changer d'apparence. À la 4e fois, il ne la reconnut pas. Il la renvoya en marmonnant « Trop familière. Familière de lui-même. » L'ironie n'a pas de limite dans ce palais, mais tout cela fatigue le harem. Les odalisques sont nerveuses, les instructrices désorientées. Les valides sultanes soupirent davantage, car l'équilibre du pouvoir repose sur la rareté, sur la patience. Or, avec Mehmed, tout devient consommation, et c'est là que le système se grippe.
Une concubine qui refuse, c'est rare, mais ça arrive. Elle prétexte la maladie, la fatigue, une entorse. Le sultan n'aime pas ça. Il le prend comme un affront. Il ordonne une enquête. On fouille sa chambre, on interroge sa nourrice, on punit ses amis. Le désir du sultan devient loi. Et la loi, chez Mehmed, change d'heure en heure. Une rumeur étrange circule, il aurait commencé à faire peindre les portraits de ses concubines sur des assiettes en porcelaine. Une par nuit. Et qu'il les brisait s'il n'était pas satisfait. Vous doutez. Mais en passant dans une salle de rangement, vous remarquez un éclat de faïence avec ce qui ressemble à un œil. Un joli œil. Brisé. Mais au fond, Mehmed n'est pas un monstre. Juste un homme qui a grandi dans une cage dorée, entouré de femmes silencieuses, de parfums enivrants et de tapis trop doux. Peut-être que sa frénésie est une manière de se prouver vivant, ou d'oublier qu'il est seul. Vous le regardez s'éloigner. Il demande une nouvelle robe pour la favorite du jour, puis une autre pour celle de demain. Il ne sait plus vraiment à qui il parle. Il sourit. Il ne se souviendra pas de cette matinée. Et vous restez dans l'ombre, épuisé par le tourbillon des draps et des décisions. Ici, le sexe n'est pas une ivresse. C'est un engrenage. Et quand le sultan tourne trop vite, tout le harem perd l'équilibre. Le harem s'étue. Un calme étrange s'est installé comme après une longue pluie. Les rumeurs se sont évanouies dans les rideaux de velours, les pas se font plus lents, les regards moins pressants. Vous sentez que quelque chose s'achève. Et c'est vrai, vous arrivez au bout du récit. Mais ici, il n'y a ni feu d'artifice, ni fin tragique, juste un effacement progressif. Une disparition douce, lente, injuste. Vous êtes dans une salle de broderie, peut-être la plus mélancolique du palais. De grandes fenêtres laissent entrer une lumière laiteuse sur des visages concentrés. Plusieurs femmes cousent en silence. Pas des jeunes recrues, non. Ce sont des concubines qui ont servi, selon le terme officiel. Autrefois favorites, mères, presque reines. Maintenant, elles sont là, présentes, mais effacées. Ce sont les oubliés. Le harem ottoman, on l'imagine plein de jeunesse, de fraîcheur, de tentation, mais rarement de souvenirs. Or, ces femmes-là ont des histoires que plus personne ne veut entendre. Leurs noms ne sont pas dans les registres impériaux. Leurs visages ne sont pas sur les miniatures. Et pourtant, elles ont existé. Elles ont dansé, aimé, souffert. Certaines ont accouché. D'autres ont été choisies, puis remplacées, puis ignorées. Fait historique, contrairement à ce que l'on pourrait croire, peu de concubines finissaient leur vie dans le faste. Beaucoup mouraient dans le harem ou étaient transférées dans des résidences mineures. Quelques-unes se mariaient avec un général, un conseiller, parfois même un gouverneur provincial. Mais la majorité, effacée. Vous vous promenez lentement entre les coussins fatigués, les broderies à moitié terminées, les voix murmurantes. Une femme vous regarde brièvement. Ses yeux sont fatigués, mais curieux. Elle se souvient. Elle vous voit. Elle sait que vous êtes un fantôme de passage. Anecdote douce amère. Dans une aile reculée du harem, on aurait retrouvé une boîte contenant des petits objets sans valeur. Un ruban de soie, une boucle d'oreille unique, un galet peint. À côté, une feuille froissée avec cette phrase « J'ai été la préférée du jeudi pendant 3 semaines. » C'était sa seule trace. Il y a aussi ces tombes anonymes dans le jardin intérieur. De petites pierres sans nom, parfois juste un numéro. Ce ne sont pas des sépultures royales, mais des adieux sans éclat. Là reposent celles qui ont souri, qui ont attendu, qui ont espéré. Là, elles dorment. Enfin. Et pourtant, toutes n'étaient pas malheureuses. Certaines ont trouvé la paix dans la routine, d'autres ont formé des amitiés sincères. L'absence de choix ne signifie pas nécessairement la souffrance. Mais cela rend le souvenir difficile.
Les livres n'aiment pas les histoires sans grand rebondissement. Le silence ne fait pas de bons chapitres. Vous vous souvenez de cette phrase griffonnée sur un éventail oublié dans une chambre. On ne naît pas favorite, on le devient. Et puis on l'oublie. Vous sortez doucement de cette salle. Une dernière fois, vous traversez le harem. Les rideaux ondulent doucement, le marbre est tiède sous vos pieds, le palais continue de respirer, comme un grand corps endormi. Et vous vous éloignez. Mais pas trop vite, car vous savez maintenant que chaque couloir cache un souvenir, que chaque coussin apportait un rêve, et que sous les couches de soie, de musc et de cérémonial, il y avait des femmes, réelles, complexes, invisibles. Elles méritaient peut-être mieux qu'un oubli brodé. Maintenant, tout devient plus lent. Le harem s'efface derrière vous, comme une buée sur un miroir que l'on cesse de polir. Les voix s'éloignent, les pas se taisent, les intrigues, les danses, les soupirs, tout semble s'évanouir dans un long souffle chaud. Vous laissez les images flotter doucement dans votre esprit. Un rideau qui se lève, une robe qui traîne, une main qui verse un thé trop sucré. Ce n'est plus l'histoire du sultan, ni celle de ses femmes. C'est celle d'un monde disparu, où le désir était réglementé comme les horaires des bains. Inutile de comprendre chaque détail, il suffit de vous souvenir du parfum, de la tension sous les sourires, de la douceur piquante des soirs sans lune. Et maintenant, vous êtes là, dans votre lit ou sur votre canapé. Peut-être que le ventilateur ronronne doucement, peut-être qu'il pleut dehors. Laissez vos yeux se fermer, laissez les noms s'effacer comme eux se sont effacés. Le harem est loin maintenant, et tout ce qu'il vous reste, c'est un peu de soi, quelques ombres et une étrange paix.